les derniers chiffres sortis fin 2023 sont de 8 à 10 fois plus pollués en air intérieur qu'en air extérieur. En France, on considère que 20 000 décès par an sont dus à la pollution de l'air intérieur. C'est 6 fois plus que les accidents de la route, par exemple. Alors déjà, c'est beaucoup les personnes qui travaillent sur le terrain qui vont être exposées. Donc, il faut penser aussi aux personnes du bâtiment, en fait, qui vont se surexposer au moment où ils utilisent certains matériaux. Et sur l'air intérieur, il y a quand même une grande part de décision individuelle qui nous permettra de moins se polluer et tout au moins d'améliorer en fait ces qualités de l'air intérieur. Bien faire attention quand on fait des travaux aussi à vider les pièces en fait, pour ne pas permettre justement l'absorption de cette pollution. Notre environnement va avoir un vrai enjeu, mais on pourrait s'y intéresser bien en amont, ce que peuvent faire les acteurs de la construction en fait, en choisissant des matériaux qui ont moins d'impact sur la santé. Bienvenue dans le podcast La Case Robinson, le podcast qui parle d'éco-construction et d'habitat écologique. Au croisement de l'architecture, du bien-être et de l'écologie, je pars à la rencontre de celles et ceux qui mettent ces sujets au cœur de leur vie. Je suis François-Xavier Parent, entrepreneur, formateur en éco-construction et auteur du blog lacaserobinson.fr. Parce que l'éco-construction est encore trop peu démocratisée et que cette démarche demande parfois de surmonter des obstacles inattendus, je vous propose des témoignages inspirants pour vous aider, je l'espère, vous aussi, à créer des lieux plus écologiques, plus sains, plus confortables, qui vous nourrissent au quotidien. Parce que la maison est un abri, un lieu intime, parfois un miroir, aujourd'hui je vous emmène dans la case de Sophie Frein. Sophie est conseillère médicale en environnement intérieur et spécialiste de la qualité de l'air. Dans cet épisode, Sophie fait un état des lieux de la qualité de l'air intérieur en France et présente les solutions pour l'améliorer, que ce soit au moment de la conception d'un projet ou pendant la phase d'utilisation au quotidien. Elle rappelle aussi que la qualité de l'air intérieur est un véritable sujet de santé publique car cela représente près de 20 000 décès chaque année en France. Infirmière de formation, Sophie s'est également formée à la baobiologie, cet enseignement qui porte sur les relations globales entre l'environnement aménagé et ses habitants. Je remercie Sophie pour son partage et pour les conseils donnés lors de notre discussion. J'espère qu'il vous sera utile pour intégrer le sujet de la qualité de l'air dans vos projets. Bonne écoute. Bonjour Sophie, merci de venir sur le podcast. Bonjour, merci de m'accueillir. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui. On va parler d'un sujet primordial lorsqu'on parle d'habitat et pourtant encore trop peu médiatisé, c'est celui de la qualité de l'air intérieur. C'est un sujet que tu connais bien puisque tu es conseillère médicale en environnement intérieur. Et donc pour commencer, est-ce que tu pourrais présenter tout simplement ce qu'est ce métier de CMEI, comme on l'appelle, que tu exerces? Alors, donc moi je suis infirmière de formation, hein, donc j'ai vraiment l'aspect sanitaire des conseillères médicales en environnement intérieur, sachant qu'il y a aussi une formation équivalente qui s'appelle les conseillers habitat santé. Voilà, donc c'est deux écoles différentes, mais au final on a la même formation. L'idée de ces audits de l'environnement, c'est sur demande des médecins et en fait c'est de faire le lien entre les pathologies que peuvent avoir certains patients et leur environnement en fait, essayer de trouver un petit peu la source ou le facteur aggravant d'une pathologie. Principalement, on travaille quand même sur les pathologies respiratoires, mais on peut être amené à être sollicité pour d'autres soucis, des dermatoses, des problèmes dermatologiques ou ophtalmiques ou des leucémies. Voilà, le champ du possible est assez large. Ben on va développer un petit peu. D'abord, comment est-ce que toi, dans ton parcours, tu t'es intéressé spécifiquement à cette question de l'air intérieur et comment c'est arrivé? En fait, j'ai travaillé beaucoup en pneumologie. J'ai travaillé énormément dans les services des urgences et dans l'un comme dans l'autre, on voyait potentiellement toujours les mêmes patients arriver. Et c'était une réflexion qu'avait eue un pneumologue dans l'hôpital où je travaillais à Dinan. En fait, les patients s'amélioraient quand ils étaient hospitalisés, et quand ils retournaient à leur domicile, ils se réaggravaient en quelques jours. Donc c'était ce lien entre l'environnement et la santé du patient. On s'est dit, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans leur logement potentiellement et qui fait que les pathologies se réaggravent de nouveau. Donc, suite à ça, j'ai été recrutée et formée à cette problématique des polluants de l'air intérieur.
chimiques biologiques, avec on voit maintenant de plus en plus d'intention vers la pollution chimique, parce que c'est pas forcément le facteur qui provoque la pathologie, mais ça peut être le facteur qui l'aggrave en tout cas. Voilà un petit peu mon parcours qui était plutôt une infirmière classique, très technicienne, voilà, mais avec l'expérience et l'âge certainement, cette idée de se dire que prendre en compte le patient dans sa globalité, et on passe quand même énormément de temps dans son logement. Donc on sait que dans la prévention, ce qu'on appelle primaire, donc les gens qui sont déjà malades, notre environnement va avoir un vrai enjeu, mais on pourrait s'y intéresser bien en amont, ce que peuvent faire les acteurs de la construction en fait, en choisissant des matériaux qui auront moins d'impact sur la santé. Ouais, mais justement, on va en parler. Mais c'est vrai que l'air intérieur, ça peut porter parfois à confusion parce que les gens imaginent que souvent l'air intérieur est meilleur que l'air extérieur, parce qu'à l'extérieur il y a des voitures et que dans notre maison, il y en a pas, donc potentiellement c'est plus propre. Et c'est pas le cas du tout, c'est même très souvent l'inverse. Est-ce que simplement pour donner un peu une idée du contexte, tu aurais quelques chiffres à partager sur la situation en France, par exemple, de ce que ça représente la pollution de l'air intérieur, pour illustrer un petit peu. Ouais, complètement. Les derniers chiffres qui sont sortis de l'ADEME, c'est l'air intérieur 8 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Donc ça, c'est les derniers chiffres sortis et les premiers en 2012, les premiers chiffres que sortait l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, c'était l'air plus pollué avec potentiellement au niveau mondial, en fait, on considérait que l'air extérieur provoquait plus de 3 millions de décès et l'air intérieur plus de 3,7 millions. Donc ça, c'était 2012. Il y a eu vraiment beaucoup d'études menées depuis et on arrive, voilà, les derniers chiffres sortis fin 2023 sont de 8 à 10 fois plus pollués en air intérieur qu'en air extérieur, avec des polluants très spécifiques, mais qui s'additionnent avec ceux de l'air extérieur, puisque l'une des recommandations d'aérer fait qu'on fait aussi rentrer la pollution extérieure, mais vraiment des polluants très spécifiques. En termes de pathologie et de décès, en France, on considère que 20 000 décès par an sont dus à la pollution de l'air intérieur. Toujours pour donner une équivalence qui est un peu marquante, c'est 6 fois plus que les accidents de la route, par exemple. Donc il y a des vraies campagnes de sensibilité et de mesures à prendre pour on sait qu'on peut agir en fait, hein. C'est très compliqué d'agir sur la pollution extérieure parce que ce n'est pas qu'une décision individuelle. Sur l'air intérieur, il y a quand même une grande part de décision individuelle qui nous permettra de moins se polluer et tout au moins d'améliorer en fait ces qualités de l'air intérieur. Et alors justement, c'est quoi les causes principales de ces pathologies, enfin de ces pollutions dans l'air intérieur spécifiquement? Alors, si en tant que cause on parle de source, ça va dépendre de la phase en fait de construction, de rénovation. Clairement, quand on est en pleine phase construction, rénovation, alors déjà c'est beaucoup les personnes qui travaillent sur le terrain qui vont être exposées. Donc, faut penser aussi aux personnes du bâtiment en fait qui vont se surexposer au moment où ils utilisent certains matériaux et ça peut-être qu'on l'oublie un petit peu. Quand on est en phase d'occupation, ces matériaux ils vont être très émissifs pendant plusieurs mois, on dit à minimum 6 mois. Ensuite, quand on passe la phase de construction, on a toute la phase de décoration avec tous les revêtements, murs, sols, le mobilier. Et puis après, on a le temps de vie et d'utilisation du bâti, où là, on va être vraiment dans notre mode de vie, d'entretien des locaux, qui fait qu'on a des sources de pollution énormes. Et on l'a vu, là aussi, il y a eu des études qui ont été faites, alors qui sont assez anciennes, mais il y en a certainement des plus récentes. Je vous parle d'une qui a été menée en Bretagne dans les années 2010, où justement, on était dans l'utilisation des matériaux dits sains. Je mets dit parce que souvent on met sain et naturel l'un à côté de l'autre et on voit que c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, il y avait cette volonté, bâtiment bois, matériaux naturels. Il y avait eu des mesures de fait au cours de la construction, donc en phase chantier, en phase réception de chantier et 1 an après. Et en fait, des bâtiments où il y avait pratiquement pas de polluants à réception de chantier,
On se retrouvait pour certains très pollués, et quand on croisait les données avec le mode d'utilisation de ce bâti, on avait vraiment l'utilisation principalement des produits d'entretien, et je mets globalement entretien avec des odorisants ou autres, qui faisait qu'on hyper polluait les logements à cause de nos pratiques. Ok, donc est-ce qu'on peut faire un petit aperçu? Alors, si on parle d'abord de la partie, par exemple, conception ou rénovation d'un projet, quelles précautions on pourrait prendre pour réduire et limiter ce risque d'exposition aux polluants qui existent? Ça passe par quel geste, quel choix de la part du concepteur ou du maître d'ouvrage, du client qui commande le bâtiment ou le logement? Sur quel poste il peut être attentif pour améliorer la qualité de l'air intérieur in fine? Alors, si on parle du risque d'exposition de l'habitant, en fait, l'étanchéité du bâti va être très importante. Et quand on parle d'étanchéité du bâti, aussi bien en conception qu'en rénovation, par exemple, on fait beaucoup d'isolation par insufflation, mais il suffit que la dalle soit pas étanche, que le plancher soit pas étanche. Du coup, même avec un matériau naturel comme la cellulose, hein, qui est pas mal employé, ou même le bois, qui est un produit très intéressant en termes d'isolation et sur sa partie écologique et biosourcée, ça reste de la fibre, et la fibre en tant que telle, même quand elle est naturelle, elle reste irritante. Donc l'étanchéité va être très importante. Sur la cellulose, on a en plus la problématique de l'ajout de sel de bore qui est classé cancérigène. Et il y a eu une période où le sel de bore avait été interdit, ils avaient mis des sels d'ammonium qui sont encore plus dangereux, parce que pour peu qu'il y ait un problème justement d'étanchéité à l'humidité, on se retrouve avec de l'ammoniac dans les habitats. Donc imaginez un petit peu l'ammoniac. Tout le monde sait, hein, il n'y a pas besoin d'être dans le corps médical pour savoir que ça a un impact énorme sur la santé et les voies respiratoires. Mais voilà, il y a cette étanchéité du bâti vis-à-vis des matériaux pour qu'ils ne rentrent pas dans le logement. Et quand on parle étanchéité du bâti, alors on fait des bâtiments de plus en plus étanches parce que en termes d'économie d'énergie, ça a du sens. Mais par contre, on n'oublie pas qu'un bâtiment, il doit respirer. Donc s'il respire, c'est où il a la particularité d'avoir des matériaux qui sont respirants et qui vont permettre cet échange d'air ou cette hygroscopie qui va être intéressante, et où il va falloir mettre en place un système de ventilation efficace. Et donc ne pas oublier la ventilation alors dans la conception, c'est obligatoire depuis 82, donc on se pose pas trop la question. Le problème, c'est la rénovation où il n'y a pas d'obligation. Et là, ça peut devenir un vrai souci de conception de bâti, avec des bâtis qui vont être tellement étanches qu'on a des espèces de thermos, cocotte minute, je sais pas comment il faut les appeler, mais qui potentiellement vont concentrer les polluants et vont permettre à d'autres de se développer, comme les moisissures. Oui, voilà. Et du coup, il y a à la fois les matériaux qu'on intègre au projet, mais il y a aussi ces sujets d'humidité de l'air, de développement de bactéries, de moisissures, plutôt liés à des défauts de conception. Alors, soit à des défauts de conception, à des problématiques de perspirance, des choses comme ça. Et aussi à des questions Oui. d'usage liées à une pénurie, on va dire, ou une carence de ventilation. Par rapport justement à l'autre partie, à la partie exploitation du bâtiment, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, mais c'est quoi les grandes actions qu'on peut mener en tant qu'occupant pour aussi éviter d'apporter des polluants dans son bâtiment, même si celui-ci en lui-même est très sain et a été bien conçu, on peut aussi polluer l'air par ce qu'on y apporte ou ce qu'on y fait au jour le jour, quoi. Et qu'est-ce que ça pourrait être ces actions à éviter et ces actions à mener plutôt? C'est toujours plus simple de ne pas polluer plutôt que d'essayer de dépolluer. Donc j'aurais tendance à dire utiliser le moins de produits possible avec, on va revenir, hein, ça fait très remède de grand-mère, mais pourtant c'est ce qui fonctionne. On reste avec des produits de base, vinaigre, bicarbonate, savon noir, voilà, des produits qui ont marqué leur temps, qui ont marqué le temps par leur efficacité. Ce n'est pas que des remèdes de grand-mère, ça fonctionne réellement. Nous, par exemple, sur le vinaigre blanc, on a fait des tests en laboratoire. C'est un très bon bactéricide, c'est un très bon fongicide. Il a d'autres vertus, des tartrantes, dégraissantes légèrement.
longtemps. Donc voilà, et ça coûte rien parce qu'on est aussi dans un problème financier en ce moment en ce moment, de tout temps, mais peut-être un peu plus marqué en ce moment où du coup l'investissement financier est très peu important. Faire attention aussi dans les recettes de grand-mère au mélange. Bicard vinaigre, on voit ça dans toutes les recettes et l'un annule l'autre. Le vinaigre blanc, il est efficace par son acidité. Je le mélange à du bicarbonate qui est basique, je fais du neutre, donc voilà, faut faire attention un petit peu à tout ce qu'on lit et revenir dans les recettes. On devrait même pas dire le mot recette en fait. On utilise un produit parce qu'il se suffit à lui-même. Donc déjà essayer d'utiliser le moins de choses possible. Et puis dans la remédiation, mais aussi dans notre vie de tous les jours, on a beaucoup parlé sur la période qu'on a traversée du Covid, sur l'aération, donc deux moyens de ventilation du bâti. Et ben on les garde ces habitudes-là parce que en plus de la ventilation, ça permet d'avoir un temps de renouvellement complet de l'air. Donc c'est aussi sur un temps donné très court un moyen de complètement changer le volume d'air d'une pièce. Et contrairement à ce qui a été dit à un moment quand il y avait beaucoup d'installations de VMC double flux, on avait des ingénieurs thermiques qui disaient que comme il y avait une VMC double flux, il fallait absolument pas aérer parce que sinon on allait dérégler le moteur, ce qui est complètement faux. Effectivement, on perd en efficacité thermique puisque quand on fait rentrer de l'air frais, forcément ça rafraîchit un peu la pièce. D'où cet intérêt de bien connaître les temps nécessaires d'aération pour être efficace. Et un temps d'aération nécessaire et efficace en période de chauffage, c'est 10 minutes, il n'y a pas besoin de plus. Donc on reste sur des temps très courts parce que l'hyperaération va aussi provoquer d'autres dommages sur le bâti auxquels on pense moins. Et ces dommages, c'est des ponts thermiques. Et ponts thermiques, ça veut dire moisissure, et moisissure, ça a un impact vraiment très très important sur la santé. Et est-ce que tu perçois des évolutions ces dernières années, alors positives ou négatives, liées à l'utilisation de certains, ce qu'on appelle des néomatériaux? Alors ça peut être sur des peintures ou voilà tous ces matériaux qui sont un peu composés d'éléments pétrochimiques notamment et qui larguent évidemment des COV, des composés organiques volatiles. Dans le choix des matériaux de décoration, en fait, depuis 2012, il y a un étiquetage qui permet vraiment d'avoir déjà de façon plus ou moins objective un choix possible. Voilà, il y a cet étiquetage, il est sur tous les matériaux de décoration, donc ça permet à chaque particulier de commencer à faire des choix. Mais l'industrie étant très maligne, on est toujours dans la fourchette haute, malheureusement, parfois sur l'émission des composés organiques volatiles, des COV. Donc, il faut vraiment chercher à se rapprocher du moins de 1 gramme par litre. Ensuite, dans ces choix, on peut aller vers des produits qui vont être moins pétrochimiques et voire très naturels. En Bretagne, on a une peinture aux algues qui a cet intérêt, sans passer par des peintures dites écologiques, parce que ce qui me gêne souvent, c'est que parfois on se méfie pas de la réaction chimique que peuvent avoir deux produits naturels entre eux, et c'est souvent dans les peintures écologiques ce qu'on a pu retrouver en environnement intérieur. Ma méfiance ira beaucoup vers les nouvelles peintures de type dépolluante. Alors certes, en laboratoire, elles vont permettre de capter, par exemple, les formaldéhydes, mais c'est dans la dégradation de la pollution qu'elles vont être problématiques, puisque la dégradation peut être pire parfois que le polluant en tant que tel. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à me dire, je vais plutôt chercher à pas polluer qu'à dépolluer à côté. Voilà, dans le choix des peintures et des sols, on a ça en termes de matériaux. Faire attention, naturel, je l'ai dit au début, mais ça ne veut pas forcément dire sain. Par exemple, quand on fait tout en bois, on se rappelle que il faut choisir des bois qui sont non traités. Si on n'a pas le choix et qui sont traités, pour le coup, faut passer par la phase désorption dans un environnement très ventilé, de sorte à ce que ça désorbe pas à l'intérieur.
On a aussi ce point de vigilance sur justement les effets absorption-désorption, hein. Les matériaux, les tissus, le bois va absorber la pollution pour la résorber après. Donc, faut faire attention à ces moments de déphasage en fait, hein, où on peut se dire ça va être dépollué, mais non, on va avoir laissé un matériau qui va capter cette pollution pour la relarguer ensuite. Et c'est souvent à cause de ça qu'on a des pollutions sur des très longs termes, alors que potentiellement les matériaux ils vont plutôt arrêter d'être émissifs au bout de 6 mois. Donc bien faire attention quand on fait des travaux aussi à vider les pièces en fait, pour ne pas permettre justement l'absorption de cette pollution. Donc dans les matériaux à utiliser en phase décoration, aussi faire attention aux matériaux qu'on pourrait utiliser qui sont naturels, comme le bois par exemple. Voilà, le bois émet naturellement des composés organiques volatiles, il émet des terpènes. Souvent, il y a des traitements pour certains obligatoires, hein, sur les charpentes par exemple, antifongiques. Voilà, donc les traitements du bois, ça veut dire une pollution en air intérieur. Donc toujours être vigilant sur ces temps de l'émission des matériaux où on va passer par une phase, je vais plutôt les stocker dans des pièces très ventilées avant de les mettre en œuvre dans un logement. Ça peut permettre, et puis ça paraît être banal comme conseil, mais le fait de plutôt faire des travaux sur des périodes où je vais pouvoir hyper aérer, ça va permettre au fur et à mesure de l'émission en fait de se débarrasser des polluants vers l'extérieur, ce qui va être meilleur pour la santé, et ce qui va permettre d'avoir une pollution moins longue dans le logement. Plus on peut avoir chaud, des températures ambiantes qui sont importantes, pas trop d'humidité et un temps d'aération le plus long possible, ça permettra de diminuer ces phases d'exposition. Et du coup, tout ce qui est réemploi, seconde main, etc., pour le mobilier, même potentiellement pour les matériaux, mais aussi pour la décoration, j'imagine que c'est intéressant pour éviter d'avoir, pour avoir passé cette phase de relargage des polluants qui arrive assez vite après la mise en production de l'objet en question. Dans une seconde vie, finalement, ces polluants, ils ont déjà été émis et le matériau lui-même ou l'objet en lui-même n'est plus, entre guillemets, polluant, c'est ça? Oui et non. Ça va dépendre si on le rénove ou pas, parce que souvent, réemploi, les gens se réapproprient l'objet et le rénovent. Donc, s'il n'est pas rénové, oui, c'est très intéressant parce que du coup, on n'aura plus de relargage. S'il est rénové, on retombe dans la même problématique qu'un produit neuf, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on va avoir mis comme vernis, comme colle ou comme peinture, et ben du coup, on peut se retrouver avec des polluants. Donc, réemploi, bien évidemment, mais selon la phase de rénovation qu'on fera, et ben on peut se retrouver avec un objet complètement polluant ou pas. Et comment ça se passe quand tu vas dans un habitat, dans un logement, en termes de diagnostic, c'est quoi un petit peu les grandes étapes ou les choses que tu regardes, que tu mesures peut-être avec certains outils pour, euh, pour faire cet audit de la qualité de l'air intérieur du logement? Alors moi, j'aime bien dire que je fonctionne un petit peu en entonnoir. En fait, vraiment, je m'intéresse à ce qui se passe à l'extérieur, puisqu'on sait que ça peut avoir un impact sur l'air intérieur. Donc, où il est situé, quelle source de polluants on peut avoir à l'extérieur, s'il y a des routes, des usines, euh, des fermes ou autres. Mhm. Ensuite, je m'intéresse à la date de construction, parce que selon la date, on va se dire ventilation, pas ventilation. Tu as certains matériaux, voilà, le plomb, l'amiante, qui peuvent avoir été utilisés. Je m'intéresse aux vides sanitaires ou pas. On est nous dans une zone granitique, donc ça peut avoir une influence sur la qualité de l'air intérieur, mais aussi tout simplement sur des remontées par capillarité. Est-ce que la maison est drainée, pas drainée? Voilà, l'un de nos gros problèmes, ça reste l'humidité dans les logements. On pense souvent ventilation quand il y a humidité, mais il faut aussi penser fuite remontée par capillarité. Donc ensuite, je m'intéresse au bâti. Et puis, dans la conception du bâti, tout le système de ventilation, de chauffage, qui peut là aussi être une source de pollution importante, hein. On a prôné le chauffage au bois ou au pellet, mais ça reste un polluant, tout simplement par l'émission des particules fines.
Et on pense particules fines, on pense extérieures, mais lors de l'entretien de son poêle, quand on enlève les cendres, quand on charge en bois, c'est un moment où on va avoir énormément d'émissions de particules fines. Donc avoir ce point de vigilance-là, on parle même pas des chaudières gaz ou fioul qui sont émissives et si elles sont mal réglées peuvent en plus émettre du monoxyde de carbone, dont malheureusement on meurt encore en France. Et puis après, on va être dans ventilation, aération, produits d'entretien, exposition des pièces. C'est vraiment quelque chose qui est très très complet. Ensuite, moi, j'ai un appareil de mesure qui va me permettre d'avoir des mesures directes de certains polluants. Je mesure les composés organiques volatiles totaux, le CO2, enfin le dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, température, humidité. Et dans ma fonction de CMEI, il m'arrive de faire des prélèvements à la recherche de moisissures parce que c'est un polluant majeur de l'environnement, parce que le fait d'avoir étanchéifié les bâtis et pas les avoir forcément bien ventilés fait que on a un confinement important qui fait qu'il y a plus d'humidité, donc les moisissures peuvent s'installer. Et elles ont vraiment un impact pas encore assez connu sur la santé, avec des problèmes d'allergie, avec des infections pulmonaires sévères, avec des fibroses pulmonaires sévères. Donc, je dirais que c'est presque mon point de vigilance le plus important à l'heure actuelle dans le bâti, c'est vraiment la moisissure. Qui souvent est directement lié à un excès d'humidité dans le logement, donc ça reboucle avec la ventilation dont tu parlais. Tout à l'heure, tu parlais des sols granitiques parce que tu es en Bretagne. C'est lié à l'émission du gaz radon, je suppose? Complètement. Sur un sol granitique, on n'est vraiment pas sur de se dire c'est une maison en granit. C'est vraiment le sol granitique et le fait que dans la conception, il y ait un moyen que ça s'introduise dans le logement, ou parce qu'il y a une fissure dans la dalle, ou parce que au moment où on perce, on fait pas attention à l'étanchéité qu'il peut y avoir sur les conduits d'eau, d'électricité, etc. Donc ça permet au granit du coup de rentrer dans l'habitat. Et s'il y a un défaut de ventilation, il stagne dans l'habitat. La meilleure remédiation contre l'exposition au radon, ça reste la bonne ventilation du logement, d'où ce double intérêt de ventiler le logement. Et le radon est classé cancérigène. On compte à peu près 2000 cas par an de cancer du poumon dû au radon, ce qui reste beaucoup. Je voulais parler des documents qu'on a lorsqu'il y a une transaction immobilière, où il y a la carte d'exposition au risque naturel et effectivement, il y a une information liée à la zone géographique et l'exposition potentielle au radon, mais c'est vrai que c'est pas une mesure in situ sur le logement en question et du coup, on sait pas trop comment se situer, quoi. Ça donne juste un rapport au risque, c'est ça? Voilà, ça donne un rapport au risque, sachant que d'un logement à l'autre, ça peut complètement changer, que c'est pas parce que tu es en zone à faible émission qu'il n'y a pas de radon dans ta maison. Donc c'est vrai que ça pourrait faire partie des choses. Peut-être qu'on devrait se dire, enfin c'est pas un gros budget et c'est pas une mise en œuvre importante de poser un dosimètre. Faut le mettre pendant l'hiver, pendant 2 mois, continuer à vivre complètement normalement, le mettre que sur des pièces de vie et au rez-de-chaussée. Ça n'est obligatoire que dans les établissements recevant du public, pas du tout dans le logement individuel. Donc, alors déjà, on peut se dire qu'en établissement recevant du public, dans les écoles, par exemple, c'est obligatoire. Donc ça, c'est plutôt bien. L'obligation, c'est juste de t'indiquer dans quelle zone tu vas te retrouver quand tu achètes un logement. Donc c'est pas comme la mesure, c'est pas tout à fait la même chose. Ok, très clair. Et est-ce qu'il y a un signe avant-coureur qui pourrait nous indiquer qu'il y a voilà une exposition au radon qui est trop importante et qui du coup il faut agir, ou c'est un gaz inodore, je crois. Donc on sait pas quoi. Ouais. Ouais, inodore, incolore, et en plus c'est des expositions, ça va avoir un impact sur la santé, sur des expositions au long terme. Je veux dire, il n'y a jamais d'urgence de faire un diagnostic, mais si on a un doute, vaut mieux le faire. Et il n'y a jamais d'urgence à mettre quelque chose en œuvre, et que la première des mises en œuvre, c'est déjà de se dire, je ventile correctement mon logement. Donc, faut vraiment pas avoir de
faut pas être extrémiste dans l'urgence de la mesure. Faut juste dire que c'est intéressant de mesurer si on a des doutes et parce qu'on peut être dans une zone granitique, sachant qu'il n'y a pas que la Bretagne, hein, on a l'Auvergne et la Corse qui font partie de ces zones-là. Et que après on n'est jamais dans l'urgence et que la grosse remédiation c'est quand même très très rare. Souvent ça reste des choses assez simples à mettre en œuvre, comme je disais, comme la ventilation ou le fait de reboucher des canalisations qui ont été mal faites. Ok. Pour illustrer, est-ce que tu aurais peut-être une anecdote d'un logement que tu as visité qui malheureusement cochait un petit peu toutes les cases des facteurs à risque liés à la pollution de l'air intérieur? Est-ce que ça peut représenter de manière un peu plus visuelle? Tu as évoqué certains sujets, mais voilà, faire peut-être le lien entre une pathologie, la pathologie du patient, et puis finalement ce qui a été retrouvé dans son logement pour expliquer cette pathologie et peut-être la corriger. Oui, alors j'ai un cas assez récent d'un couple qui s'était fait construire une maison en ayant justement cette volonté d'utiliser des matériaux plus naturels et qui, dans la mise en œuvre, ont eu des soucis puisque il y avait eu un mauvais drainage d'un logement où il y avait un sous-sol et les remontées étaient tellement importantes qu'ils se sont retrouvés avec énormément d'humidité dans le bâti, que dans la remédiation, on leur proposait des peintures anti-moisissures, pas forcément de passer par le temps, je draine autour de la maison, ce qui était un mini chantier qui n'était pas forcément prévu, mais qui aurait résolu le problème. Donc on leur proposait vraiment de mettre un pansement sur une plaie plutôt que de vouloir la recoudre. Voilà, ça fait partie souvent dans la remédiation par des gens qui n'ont pas conscience du fait que ça se résoudra pas tout seul. Tout ce qui est dégâts des eaux, remontée par capillarité, il faut vraiment passer par une phase. On voit beaucoup dans la rénovation, hein, on sait qu'il y a des vieux murs porteurs où il n'y a pas de vide sanitaire. On se dit pas je draine la maison et éventuellement je pose un hérisson dans la maison pour vraiment être sûr que toutes les eaux s'évacuent. On se dit je vais mettre allez, le ciment, je caricature un petit peu, mais j'ai vu le cas encore la semaine dernière dans une maison où il y avait des remontées par capillarité. Il y avait une maison qui était sur terre battue et lambourde, et on a coulé une chape de ciment dessus en se disant on résout les problèmes d'humidité. Non, l'eau elle est plus forte que tout et elle est remontée dans les murs et on se retrouve avec une maison qui est pas une piscine, mais des problèmes d'étanchéité à l'eau qui sont vraiment très très importants. Et la remédiation, on cache pas en fait. Il faut chercher vraiment à remédier plutôt qu'à cacher ou à se dire qu'un coup de peinture, ça va résoudre les problèmes. On verra plus, donc il n'y a plus de problème. Si, il reste là. Et toi, dans tes missions, donc, tu fais un diagnostic, et est-ce que dans l'émission du CMEI, c'est aussi de faire des propositions pour corriger ces défauts, et puis peut-être faire des propositions de travaux pour que les personnes puissent après s'engager vers une correction de ces expositions aux polluants? Alors dans l'émission de CMEI, tu as plus des conseils par rapport en général aux pneumallergènes. Moi, en plus de cette formation, j'ai fait une formation de baubiologue, qui est une formation allemande, parce que justement, ça m'ennuyait de voir parfois qu'il y avait des soucis dans la rénovation ou la construction et de pas comprendre comment fonctionnait le bâti. Donc j'ai vraiment fait cette formation pour avoir une vision plus globale du bâti, de l'impact qu'il peut avoir sur notre environnement et sur notre santé, et justement commencer à avoir les premières clés, parce que je reste pas du tout une professionnelle du bâtiment, mais d'avoir les premières clés de remédiation et de les envoyer vers le bon artisan pour justement remédier aux problématiques du bâti. Donc en théorie, plutôt pas en tant que CMEI. On connaît les étiquetages sur la pollution chimique, etc. Mais on n'est pas du tout normalement dans la conception du bâti. Ça a vraiment été une démarche plutôt personnelle.
D'accord. Et donc les particuliers, ils peuvent prendre rendez-vous avec un ou une CMEI dans leur région et demander un diagnostic, ou est-ce que ça doit passer par un professionnel de santé d'abord qui prescrit cette audit? Oui, oui, la démarche des CMEI, c'est vraiment de travailler sur prescription médicale. Donc il faut passer. Alors parfois les patients nous joignent directement et on leur D'accord. redonne le parcours à avoir, mais la volonté de la DGS, donc de la Direction générale de la santé, c'est vraiment de passer par un médecin. Donc après, pour avis téléphonique ou par mail, on peut donner des avis, mais ça reste un avis. On ne fait pas d'audit comme ça. Il y a une question que j'aime bien poser aux invités du podcast, c'est à quoi elle ressemblerait, toi, Sophie, ta maison idéale, si elle existe ou si tu l'occupes déjà peut-être. C'est ce que j'allais dire, je l'occupe. Petite maison de pêcheur rénovée, voilà, j'ai essayé de faire au mieux, fibre de bois, pharmacelle, voilà, j'ai essayé de trouver des matériaux qui me correspondaient, peinture aux algues, donc voilà, drainage. Et puis les anciens propriétaires avaient malheureusement fait des joints de ciment partout, donc on s'est amusé avec nos petits bras à tout piqueter et à refaire des joints à la chaux. Alors les joints ont été faits par un professionnel, hein, parce que c'est un vrai métier. Mais voilà, c'est ça, c'est réutiliser le bâti, parce que construire, oui, mais pas oublier que le bâti ancien, il était peut-être pas si mal fait que ça. Il était même en général plutôt bien fait et bien conçu. On l'adapte à notre époque parce qu'on aime bien avoir chaud, parce qu'on n'aime plus les maisons courant d'air. Mais on se rappelle que les matériaux, ça se respecte et ça respire. C'est comme nous, une maison en fait. Donc voilà, un bâtiment qui respire. Donc je pense qu'on l'a trouvé. Est-ce qu'il y a un livre ou des livres que tu voudrais partager aux personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent en vidéo, peut-être pour approfondir les sujets dont tu viens de parler? Alors, il y a un médecin, le docteur Suzanne Déhoux, qui fait partie, en tout cas pour les CMEI ou CHS, des livres référents sur les matériaux, la conception du bâti, etc. Moi, j'aime beaucoup mes cours de biologie. Donc, s'il y a des gens que ça intéresse, voilà, les cours existent toujours. On peut toujours s'inscrire. Donc, je les inviterai peut-être à s'inscrire à cette formation dont moi je me sers encore. Et puis, on a un réseau de vos biologues. Voilà, moi, quand j'ai des questions, parce que je ne reste qu'une infirmière, hein, quand j'ai des questions, des interpellations, parce que j'arrive pas à comprendre ce qui se passe, et ben, j'interroge les beaux biologues pour qu'ils m'aident à comprendre. Donc voilà, je dirais Suzanne Déhoux et les beaux biologues. Ok, et une dernière petite question, est-ce qu'il y a une citation ou un mantra que tu aimes te répéter ou qui te vient à l'esprit pour te faire avancer dans tes journées, par exemple? Oui, alors moi, tous les jours et à chaque action que je mène, je me demande si moi, j'aimerais qu'on me le fasse. C'est-à-dire que je ne fais jamais aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse à moi. C'est ce qui est mon moteur, en fait. Donc voilà, je pense que si chacun faisait ça, on serait un peu plus aimable avec notre voisin. Voilà, ne jamais faire à l'autre ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Ça, c'est le moteur de ma vie. Où est-ce qu'on peut orienter les personnes qui voudraient en savoir un peu plus sur ton activité ou peut-être l'activité des CMI en général ou te contacter éventuellement? Alors l'activité des CMEI en général, il y a un site internet français, CMEI France. Et moi, je travaille pour une association qui s'appelle Capter Bretagne. Donc, on a un site internet, capter-bretagne.com, voilà, où du coup, il y a les contacts de l'association et on aborde, parce que Capter, on a deux missions, on s'occupe des pollens aussi en Bretagne, donc on informe aussi sur tous les problèmes d'allergie au pollen. Hein. 2050, on prédit 50% de la population allergique au pollen. Donc, dans notre environnement, s'intéresser aussi à ce qu'on plante, ça peut voilà, c'est intéressant d'avoir une végétalisation de plus en plus importante, mais il faut faire attention à ce qu'on plante et pas vouloir forcément transporter d'une région à une autre. En Bretagne, on voit par exemple énormément d'oliviers qui sont plantés parce que c'est beau, c'est décoratif. Jusqu'ici, ça ne nous inquiétait pas parce que le climat ne permettait pas qu'il y ait une très grosse floraison.
Les climats changeant, on a une floraison qui s'intensifie, alors qui est pour l'instant très supportable, mais c'est un point de vigilance. Il y a beaucoup d'allergiques dans le sud au pollen d'olivier, donc faire toujours attention à quand j'entends des personnes qui disent dans telle région on va mettre tel arbre parce que dans le sud ça fonctionne bien. Oui, mais est-ce qu'on s'est intéressé à l'impact qu'il avait sur notre santé? Donc aussi penser à ça dans l'habitat. Hein, ça fait pas, il n'y a pas que l'habitat, il y a tout l'environnement autour de cet habitat. Merci Sophie pour tous ces conseils, ces partages. C'était très, très pratique et très intéressant d'évoquer ce sujet de la santé dans l'habitat, qui est un sujet essentiel à mon sens, et un sujet de santé publique, tu l'as bien rappelé. Donc merci encore, puis je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci, à bientôt, au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les références mentionnées par mon invité dans les notes de l'épisode, ainsi que des compléments pour approfondir ces sujets dans la rubrique podcast sur le blog lacaserobinson.fr. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le soutenir en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en mettant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça me fera très plaisir et ça permettra au podcast d'être plus visible pour m'aider à accueillir de nouveaux invités. Si vous voulez aller plus loin dans vos projets de création d'habitat plus écologiques, plus sains et qui vous inspirent, sachez que c'est mon métier de vous y aider. Je propose différentes formules d'accompagnement, du coaching à la formation en ligne, et je suis sûr qu'une d'entre elles est faite pour vous. Si malgré tout vous n'y trouvez pas la formule qui vous parle, contactez-moi pour que nous puissions créer ensemble l'accompagnement idéal qui vous aidera à concrétiser vos projets. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de la Case Robinson dans la rubrique accompagnement. lacaserobinson.fr/programme au pluriel-accompagnement. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation sur la Case Robinson.